Je m'appelle Thérèse Bernard et à 69 ans, j'ai enfin appris une leçon importante. Les liens du sang ne garantissent pas l'amour. J'ai vécu à Valmont pendant 36 ans. D'abord dans une plus grande maison, et maintenant dans un modeste pavillon de 2 étages à la périphérie de la ville où j'ai déménagé après la mort de Roger. C'était un matin humide. Le ciel est nuageux et mon vieux dos me fait mal, annonçant la pluie. Je suppose que le temps reflète bien mon humeur. J'attends la visite d'Alfred et de sa femme. Mon fils vient me voir 2 fois par mois. Toujours le dimanche, toujours à 16 heures précises. Il travaille comme technologue alimentaire, élaborant des recettes pour des salades et des sauces emballées. Oui, ce n'est pas le métier le plus romantique, mais il est stable. Roger et moi lui avons appris que la fiabilité est la chose la plus importante dans la vie. Je passe ma main sur le comptoir de la cuisine. Je devrais l'essuyer avant qu'il n'arrive. Roger disait toujours que j'accordais trop d'importance aux petites choses, mais ce sont les petites choses qui font la vie. Quand son cœur s'est arrêté, juste à cette table, il y a 5 ans. Le monde s'est arrêté pour moi aussi pendant un certain temps. 39 ans de mariage et soudain, il n'y avait plus rien. Roger et moi nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 25 ans. Il travaillait comme ingénieur pour une entreprise de dispositifs médicaux où j'avais pris un poste de contrôleuse qualité. Roger était intelligent, pragmatique et fiable. Toutes les choses que j'appréciais chez un homme. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard et 3 ans après. Alfred est né. Je ne suis pas le genre de femme qui se dissout dans la maternité. J'aimais mon fils, mais je suis retournée travailler dès que j'ai pu. Roger et moi avons toujours été des partenaires dans la vie, dans le mariage, dans l'éducation de notre fils et dans les finances. Nous avons tous les deux travaillé, économisé, investi. Nous vivions modestement mais sagement. Quand Alfred avait 10 ans, Roger et son frère Hugo ont créé un fonds d'investissement. Hugo était procureur, il avait des relations et savait où investir. Roger et moi y avons investi presque toutes nos économies. C'était risqué, mais le temps nous a donné raison. En 30 ans, la somme initiale avait décuplé. La sonnette me tire de mes souvenirs. Étrange. Il n'est que 14 heures. Alfred n'arrive jamais en avance. J'ouvre la porte et je les vois, mon fils et sa femme. Alfred est grand comme son père, mais plus maigre, avec des cheveux qui se raréfient, bien qu'il n'ait que 38 ans. À côté de lui se tient Sandrine, une tête de moins, avec des cheveux teints en blond platine et une manucure parfaite. Aujourd'hui, elle porte un jean moulant et un chemisier décolleté, trop frivole pour une femme de son âge et de sa corpulence. « Maman, on a décidé de venir plus tôt », dit Alfred en m'embrassant sur la joue. Il sent l'eau de Cologne que je lui ai offerte pour Noël. J'espère qu'on ne dérange rien. Bien sûr que non, je réponds, bien qu'ils aient en fait interrompu mes plans. Je voulais faire une tarte aux pommes et laver les rideaux. Sandrine me fait une étreinte négligente. Elle agit toujours comme si elle me faisait une faveur. Thérèse, vous êtes superbe. Ce chemisier vous va vraiment bien, dit-elle avec un enthousiasme fin. Je hoche la tête en retour. C'est un vieux chemisier. Je le porte depuis 10 ans, et Sandrine m'a probablement vu dedans des dizaines de fois, mais nous prétendons toutes les deux que son compliment est sincère. Pendant que je prépare le thé, il s'installe dans le salon. Sandrine prend immédiatement la télécommande et allume la télévision, happant entre les chaînes. Alfred s'assied à côté d'elle, leurs genoux se touchant. Parfois, je pense qu'il a peur de s'éloigner de plus d'1 mètre d'elle. Comment était le travail, je demande, en posant le plateau de tasses sur la table basse. La routine, hausse les épaules Alfred. La nouvelle gamme de sauces n'a pas fonctionné, alors maintenant on expérimente avec les épices. Et toi, Sandrine? Elle détourne les yeux de l'écran. Oh, c'est terrible. Mon superviseur me harcèle pour tout. Hier, il m'a réprimandé pour avoir pris une pause de 7 minutes au lieu de 5. C'est de l'esclavage, pas un centre d'appel. Je retiens mon souffle. Sandrine travaille dans un centre d'appel d'une compagnie d'assurance depuis 4 ans, et elle se plaint tout le temps, mais je ne l'ai jamais entendue chercher un autre emploi. Nous buvons du thé, échangeons des nouvelles. Je parle de la voisine, Madame Dubois, qui a un 3e chat, du fait que le supermarché a encore augmenté les prix, et que je vais commencer à prendre des cours de peinture. Alfred hoche la tête, mais je vois bien que ça ne l'intéresse pas. Sandrine, en revanche, se redresse à la mention des cours de peinture. Thérèse, ça coûte de l'argent, n'est-ce pas? Demande-t-elle en posant sa tasse. Oui, 110 € pour 8 cours, dis-je. Pouvez-vous vous le permettre? À votre âge, il faut faire attention à l'argent.
Sa voix est pleine de sollicitude, mais ses yeux sont froids. Nous voilà arrivés au sujet de l'argent. Depuis que Sandrine est entrée dans notre famille, c'est un sujet qui revient à chaque rencontre. Je peux me le permettre, dis-je calmement. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai économisé. Mais vous êtes à la retraite, poursuit-elle. Et les prix augmentent. Alfred et moi sommes si inquiets pour votre avenir. Alfred a l'air embarrassé. Il est toujours perdu quand sa femme parle de mes finances. Maman sait ce qu'elle fait, dit-il doucement. Elle a toujours été pragmatique. Je suis juste inquiète. Sandrine pose sa main sur son genou. Nous sommes une famille. Nous devons prendre soin les uns des autres. Je les regarde et je me souviens de la réaction de Roger quand Alfred a amené Sandrine à la maison pour la première fois. Il y a quelque chose de prédateur en elle, m'a-t-il dit plus tard. J'avais balayé ça d'un revers de main à l'époque, mais je réalise maintenant qu'il avait raison. Il y a vraiment quelque chose de prédateur chez Sandrine. La façon dont elle regarde les objets dans ma maison comme pour en évaluer la valeur. La façon dont elle pose des questions sur mes économies. J'apprécie votre inquiétude, dis-je. Mais je m'en sors. J'ai une pension de retraite et des économies. Thérèse. Mais vous ne rajeunissez pas. Sandrine se penche vers moi. Et si vous aviez besoin d'un traitement coûteux ou de soins constants? Les maisons de retraite sont si chères de nos jours. Sandrine. Alfred essaie de l'arrêter, mais elle l'ignore. Je veux juste savoir si vous avez un plan. Alfred et moi ne sommes pas riches. Nous ne pourrons pas payer des soins médicaux coûteux. Je la regarde et je pense au fait que je ne leur ai jamais demandé d'aide financière. Au contraire, c'est moi qui les ai aidés avec l'acompte pour leur maison il y a 3 ans. J'ai une mutuelle santé, je réponds. Et assez d'argent pour ne pas vous déranger. Elle n'abandonne pas. Mais combien exactement avez-vous mis de côté? Nous devons savoir pour pouvoir planifier l'avenir. Je sens l'irritation monter en moi. Mes finances ne les regardent pas. Roger et moi avons toujours été indépendants et nous avons appris cela à Alfred. Mais avec l'arrivée de Sandrine, tout a changé. J'ai assez, dis-je fermement. Présentation? Disait-elle en riant et en touchant le bras de Louis. Il faut que tu racontes ça à ta mère. Et mon fils, que j'avais autrefois connu mieux que personne au monde, s'éloignait de moi à chaque phrase, à chaque geste de sa future épouse. Hélène, la voix de Françoise me ramène à la réalité. Tu as l'air soucieuse. Ça va, ai-je répondu en sirotant mon café. Juste beaucoup de choses en tête à propos du mariage. Pas seulement ça. Je pense à la maison de famille. Tu sais, celle que mes parents m'ont laissée, rue des Ormes. Françoise acquiesce. Elle connaît l'histoire de cette maison. Mes parents l'ont achetée avant ma naissance. C'est une demeure victorienne de 2 étages avec une véranda et un grand jardin. J'y ai grandi, mais après mon mariage, Henri et moi avons décidé d'acheter notre propre maison, celle où je vis actuellement. La maison de mes parents est vide depuis que ma mère est entrée en maison de retraite il y a 10 ans, et j'en ai hérité à sa mort. Je maintiens la maison en bon état, paie toutes les charges et y passe de temps en temps pour aérer et m'assurer que tout est en ordre. Je pense la donner à Louis et Perle, dis-je enfin. Comme cadeau de mariage. Les sourcils de Françoise se haussent de surprise. C'est très généreux de ta part, Hélène. Mais es-tu sûre? Cette maison fait partie de ton héritage, de ton histoire. Je soupire, en remuant du sucre dans mon café. L'histoire, c'est bien, mais la maison est trop grande pour rester vide. Louis et Perle louent un appartement en ce moment. Ils auraient bien besoin de leur propre chez-soi, surtout s'ils prévoient d'avoir des enfants. C'est le cas. Je ne sais pas, j'avoue. Louis ne partage plus beaucoup ce genre de choses avec moi ces derniers temps. Depuis la mort d'Henri, notre relation avec notre fils s'est tendue. Il appelle moins souvent. Ses visites se sont réduites aux fêtes obligatoires, et nos conversations sont devenues des échanges de banalités superficielles. Je n'arrive pas à comprendre quand ni pourquoi cette faille est apparue, mais chaque fois que j'essaie de réduire la distance, je sens Louis s'éloigner davantage. Peut-être que ce cadeau aidera à réparer notre relation, je me demande à voix haute. Françoise me regarde d'un air interrogateur. Ou donnera l'impression que tu essaies d'acheter son attention. Hélène, ma chérie, je sais à quel point ta proximité avec ton fils te manque, mais une grande maison est une grande responsabilité. Es-tu sûre que c'est ce qu'ils veulent? Je n'ai pas demandé, j'avoue. Je voulais que ce soit une surprise. Une surprise sous la forme d'une maison.
Françoise secoue la tête. Peut-être devrais-tu d'abord savoir quels sont leurs projets. Peut-être a-t-elle raison. Mais une partie de moi craint que si je révèle mes intentions à l'avance, Louis trouvera une manière polie de refuser, ou pire, acceptera le cadeau avec une gratitude froide, comme si c'était son dû et non mon choix. Nous terminons notre déjeuner en discutant d'autres connaissances communes et des dernières nouvelles de la ville. En retournant au bureau, je pense à la maison de famille. Au fil des ans, elle est devenue une sorte de dépositaire de souvenirs pour moi. Parfois, j'y vais et je m'assois simplement dans le salon, imaginant ma mère cuisiner et mon père lisant le journal dans son fauteuil préféré. Donner cette maison à Louis, c'est donner une partie de moi-même, une partie de mon histoire. Mais peut-être est-ce ce qu'il faut faire pour avancer, pour laisser de nouveaux souvenirs remplir ces vieux murs. Après le travail, je décide de passer par la maison de famille. Elle se dresse dans la tranquille rue des Ormes, entourée de grands arbres. Garé devant, je passe un moment à simplement regarder sa façade. Mur blanc, volet vert foncé, un large porche avec une balustrade. Cette maison se souvient de moi enfant, adolescente, jeune mariée. Elle renferme les échos des voix de mes parents, les rires de mes amis d'école, les conversations tranquilles avec mon premier amour sur cette même véranda. À l'intérieur, tout est resté comme au temps de ma mère. Les meubles sont recouverts de draps pour les protéger de la poussière. Mais si on les enlève, on retrouve le même canapé sur lequel je m'endormais enfant, la même table à manger où notre famille se réunissait chaque soir. Je parcours lentement les pièces, touchant les murs, les encadrements de portes. J'imagine comment Louis et Perle pourraient vivre ici. Comment des rires d'enfants pourraient à nouveau remplir ces espaces vides. Mais sauront-ils apprécier l'histoire de ce lieu? Ou ne sera-ce pour eux qu'une maison de plus, qu'ils finiront par vendre pour acheter quelque chose de plus moderne et élégant? En rentrant chez moi, je décide que je vais leur offrir la maison malgré tout. Non pas parce que j'espère acheter leur amour ou leur attention, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Les maisons doivent vivre, pas rester comme des monuments vides du passé. Le soir, Louis m'appelle à l'improviste. « Maman, tu es occupée ?» Sa voix semble tendue, et je suis immédiatement alarmée. « Non, chérie. Quelque chose ne va pas ? » « Non. C'est juste que... Perle voulait te parler de certains détails du mariage. On peut passer chez toi demain soir ? Je sens mon cœur s'accélérer d'une joie soudaine. Enfin, ils veulent m'inclure dans les préparatifs. Bien sûr. Je préparerai le dîner. 18 heures, ça vous irait ? Oui, parfait, répond Louis. Et je crois entendre du soulagement dans sa voix. À demain, maman. En raccrochant, je ne peux m'empêcher de sourire. Peut-être que les choses s'améliorent. Peut-être que mon cadeau sera accepté avec gratitude et deviendra un pont nous reliant à nouveau. Je m'endors avec la pensée que demain soir pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans notre relation avec notre fils. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens pleine d'espoir. À 18 heures, j'ai transformé ma cuisine en un petit festin. Poulet rôti au romarin et à l'ail, gratin dauphinois, salade fraîche et tarte aux pommes pour le dessert. Tous les plats préférés de Louis depuis son enfance. En mettant la table, je me suis surprise à cuisiner avec la même excitation que pour les dîners de famille spéciaux, quand Henri rentrait de ses voyages d'affaires. La sonnette retentit à 18 heures précises. La ponctualité est le seul trait que mon fils a hérité de son père. Bonsoir, maman. Louis m'enlace maladroitement, me tapotant le dos comme si nous étions de lointaines connaissances se rencontrant à un événement d'entreprise. Bonsoir, Madame Dubois. Perle se tenait derrière lui, vêtue d'une robe bordeaux impeccablement ajustée et d'une expression qui aurait pu être amicale sans la froideur de ses yeux. Entrez, entrez. Je me suis écartée pour les laisser entrer. Le dîner est presque prêt. Waouh, tu as fait tout ça. Louis jeta un coup d'œil à la table. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, maman. Ce n'est pas une corvée, mon chéri. Je suis contente que vous soyez venu. Nous nous sommes assis, et j'ai versé le vin. La conversation s'écoulait lentement, ponctuée de silences gênants. Louis parlait de son travail dans l'entreprise de BTP. Perle commentait ses projets publicitaires, et j'écoutais attentivement, cherchant le bon moment pour poser des questions sur le mariage. Alors, ai-je finalement lancé une fois. Le premier plat terminé. Vous vouliez discuter des détails du mariage. Louis et Perle échangèrent un regard rapide. Quelque chose d'insaisissable passa entre eux, un signal que seuls deux comprenaient. Oui, Perle se redressa sur sa chaise.
Louis et moi avons réfléchi à la manière dont vous pourriez nous aider. Bien sûr, avec grand plaisir, m'exclamai-je un peu trop vite, et je le regrettai en voyant le léger sourire qui effleura les lèvres de ma future belle-fille. Nous pensions que vous pourriez vous occuper du plan de table, dit Perle, sur le ton que l'on emploie avec une vieille tante à qui l'on confie une tâche simple pour qu'elle se sente utile. Rien de compliqué. Juste disposer les cartons nominatifs sur les tables selon un plan que je préparerai. Et maman, ajouta Louis, sans croiser mon regard. Ce serait super si tu pouvais t'aider à transporter les cadeaux après la cérémonie. Je sentis quelque chose s'effondrer en moi. Placer les invités et transporter les cadeaux. C'est toute l'implication qu'ils sont prêts à m'accorder. Et pour les préparatifs, demandai-je, essayant de garder une voix neutre. Je pourrais aider avec les fleurs, le menu. Oh, tout ça est déjà réglé. Perle sourit, son sourire caractéristique qui n'atteignait pas ses yeux. Ma mère et moi avons tout planifié. Nous avons choisi des pivoines et des roses blanches, et le menu a été coordonné avec le chef du fer à cheval d'argent. Vous savez quel grand chef ils ont, n'est-ce pas? Il a cuisiné pour le préfet l'année dernière. J'ai hoché la tête, combattant ma déception. Le fer à cheval d'argent est le restaurant le plus cher de la région, et Perle savait que je préférais cuisiner à la maison. C'était une autre façon de me dire que mes talents culinaires n'étaient pas à la hauteur de leur grand jour. Je vois. Je me suis resservi un peu de vin. Et la robe? Vous en avez déjà choisi une? Bien sûr. Les yeux de Perle s'illuminèrent. C'est une création d'un grand couturier. Elle est magnifique. Broderie faite à la main, soit fluide. Ça a l'air splendide, ai-je souri. J'aimerais bien la voir. Vous la verrez au mariage, Madame Dubois, dit Perle. Je suis superstitieuse à ce sujet. J'ai ravalé le commentaire sur le fait que c'est généralement le marié qui est superstitieux. Pas la mère, du marié. Le dîner se poursuivit sur le même ton. Chaque fois que j'essayais d'offrir mon aide ou de partager une idée, Perle me faisait comprendre, délicatement mais fermement, que tout avait déjà été décidé sans moi. Louis restait la plupart du temps silencieux, hochant occasionnellement la tête en accord avec sa fiancée et évitant mon regard. Quand j'ai apporté la tarte aux pommes, Perle a à peine touché sa part. Je dois faire attention à ma ligne avant le mariage, expliqua-t-elle avec un sous-entendu que je ne saisis pas. Je peux te donner la recette d'une version allégée, proposai-je. J'en avais fait une pour Henri quand son médecin lui avait dit de surveiller son poids. Non, merci. Perle repoussa son assiette. J'ai un nutritionniste personnel. Bien sûr. Elle a un nutritionniste personnel, et probablement un coach sportif, un styliste et Dieu sait qui d'autre. Tout pour souligner la distance entre nous, la simple conseillère fiscale de province et la brillante spécialiste en publicité de la ville. Après le dîner, Louis m'aida à débarrasser la table pendant que Perle répondait à des messages sur son téléphone. Dans la cuisine, enfin seule avec mon fils, je décidai de parler de la maison. Louis, il y a quelque chose dont je voulais te parler, commençai-je en rinçant les assiettes. Oui, maman. Il semblait distrait, jetant des regards vers le salon où Perle était assise. Je pensais à un cadeau de mariage pour vous, continuai-je. Quelque chose de spécial. Pas besoin de quelque chose de spécial, répondit-il rapidement. Nous avons fait une liste de cadeaux aux Galeries Lafayette. Perle t'enverra le lien. Non, je veux dire quelque chose de plus substantiel. Je m'essuyai les mains et me tournai vers lui. Je pensais vous donner la maison de la rue des Ormes. Celle que j'ai héritée de mes grands-parents. Louis se figea, les yeux écarquillés. Cette demeure victorienne? Vraiment? J'acquiesçai, essayant de lire l'expression sur son visage. Surprise, joie, calcul? Elle est vide depuis trop longtemps. C'est une belle maison, avec une histoire. L'endroit parfait pour fonder une famille. Louis baissa les yeux, et je remarquai ses doigts tapotant nerveusement sur le plan de travail. Une habitude d'enfance quand il était inquiet ou cachait quelque chose. C'est très généreux, maman. Mais es-tu sûre? C'est ton héritage, après tout. Qui sera le vôtre maintenant, souris-je. J'ai déjà commencé les démarches. J'allais vous faire la surprise après le mariage, mais peut-être que vous aimeriez planifier à l'avance, comme des rénovations ou autres. Il faudra que j'en discute avec Perle, m'interrompit Louis. Merci, maman. C'est très soudain. Il n'y avait pas la joie dans sa voix que j'avais espérée. Plutôt de la confusion et de l'anxiété. Avant que je puisse demander ce qui n'allait pas,
Il ajouta, « Ne le dis pas encore à Perle, d'accord? Je lui dirai moi-même au bon moment. » Cela me surprit. Pourquoi ne voudrait-il pas que je lui parle du cadeau? Ne serait-il pas mieux d'en discuter tous les trois? Bien sûr, comme tu voudras, acceptai-je, me sentant légèrement déçu. Nous sommes retournés au salon où Perle se leva en nous voyant. On devrait y aller, chérie. On doit se lever tôt demain. Oui, bien sûr, acquiesça Louis, visiblement soulagé. Merci pour le dîner, maman. De rien. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide pour les préparatifs. On le fera, répondit Perle avec le même faux sourire. Et n'oubliez pas d'essayer la tenue que nous avons choisie pour vous. Je vous enverrai l'adresse de l'atelier. Ce n'est qu'une fois la porte refermée que je réalisai qu'il ne m'avait même pas demandé mon avis sur la robe que je devais porter. Comme tout le reste, la décision avait été prise sans moi. Les semaines suivantes se transformèrent en un étrange jeu où j'essayais de participer aux préparatifs du mariage tandis que Louis et Perle me maintenaient ingénieusement à distance. L'essayage de la robe fut un cauchemar. Perle avait choisi un tailleur beige terne qui me donnait l'air d'une silhouette effacée. Lorsque j'ai prudemment suggéré une couleur plus vive, la propriétaire de l'atelier, manifestement briefée à l'avance, a déclaré que la mariée insistait sur cette teinte pour que tout soit harmonieux sur les photos. J'ai obtempéré, bien qu'intérieurement je bouillais d'indignation. Perle avait-elle peur qu'une femme de 67 ans dans une robe bleue ou violette lui fasse de l'ombre le jour de son mariage? La question de la maison de famille restait en suspens. Louis ne l'avait pas mentionné depuis notre conversation, et j'hésitais à demander, de peur de paraître intrusive. Néanmoins, j'ai poursuivi les démarches, contactant le notaire et préparant tous les papiers nécessaires. S'ils acceptaient mon cadeau, tout serait prêt pour le transfert juste après le mariage. Un jour, j'ai décidé de visiter la maison pour voir si tout était en ordre et peut-être commencer un petit nettoyage. Je voulais que la maison paraisse aussi attrayante que possible lorsque Louis et Perle la verraient. En approchant de la rue des Ormes, j'ai remarqué une voiture familière garée devant la maison, l'Audi bleu foncé de Louis. Mon cœur a bondi. Leur avait-il finalement parlé du cadeau, et avait-il décidé de jeter un œil? Je me suis garé un peu plus loin dans la rue et je me suis demandé un instant si je devais les rejoindre. Peut-être voulaient-ils visiter la maison seuls, sans mon interférence. D'un autre côté, qui mieux que moi pourrait leur parler de l'histoire du lieu, de ses particularités? Après quelques hésitations, j'ai décidé de m'approcher. S'ils voulaient être seuls, je leur donnerais simplement les clés et je partirais. Je me suis approché silencieusement et j'étais sur le point de sonner quand j'ai entendu des voix provenant de la fenêtre ouverte du salon. Louis et Perle ne s'attendaient manifestement pas à être entendus. « Vieille et inconfortable », dit Perle avec une irritation évidente dans la voix. « Ça sent le renfermer ici, Louis. Et as-tu une idée de combien ça va coûter de la rénover? C'est un gouffre financier. » « Je sais, chérie. » La voix de mon fils semblait fatiguée. Mais c'est un geste très généreux de sa part. Et la maison est dans un bon quartier. Le terrain ici est cher. Alors vendons-la dès qu'on l'aura, s'exclama Perle. On investira l'argent dans un appartement en ville, comme on l'avait prévu. Je ne vais pas vivre dans cette crypte, entourée des fantômes du passé de ta mère. Je me suis figé, adossé au mur de la maison. Ils veulent la vendre, sans même essayer d'y vivre, sans même apprécier sa beauté et son histoire. Je ne sais pas, Perle. J'entendais le doute dans la voix de Louis. Ça pourrait la blesser. Oh, chérie, encore cette histoire des sentiments de ta mère. Perle ne cachait pas son irritation. Ne penses-tu pas que tu te soucies un peu trop de ce qu'elle ressent? Nous commençons une nouvelle vie, Louis. Une nouvelle vie sans toujours regarder en arrière vers ta maman. Il y eut une pause, et je retins mon souffle, attendant de voir ce que mon fils allait dire. Allait-il me défendre? Allait-il dire que j'étais importante pour lui? Tu as raison, dit-il finalement, doucement. Nous devons penser à notre avenir. Je couvris ma bouche avec ma main pour ne pas laisser échapper un soupir involontaire. C'était douloureux d'entendre mon propre enfant dire cela. Exactement. La voix de Perle s'adoucit, presque ronronnante. Et soyons honnêtes. Ta mère n'est pas la personne la plus agréable du monde. Elle me regarde toujours avec ce regard évaluateur, comme si je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Perle. Non, sérieusement. Elle n'arrêtait pas. Nous savons toutes les deux qu'elle ne m'approuve pas. Tu te souviens comment elle commentait mon travail? Oh, la publicité.
Comme c'est intéressant. Et que faites-vous exactement toute la journée? Comme si j'étais une tire au flanc qui ne fait que brasser du papier. Je n'ai jamais rien dit de tel. Mon commentaire était un intérêt sincère, une tentative d'en savoir plus sur son travail. Mais apparemment, Perle a choisi de l'interpréter à sa manière. Et ces histoires sans fin sur comment tu étais quand tu étais petit, continua Perle. C'est tellement lassant. Personne n'a envie d'entendre pour la 100e fois comment le petit Louis a appris à faire du vélo. Louis eut un petit rire, et ce rire sonna comme une trahison pour moi. Oui, elle peut être un peu obsessionnelle. Obsessionnelle, ricana Perle. C'est un euphémisme. Tu sais, je commence à me demander si je devrais même l'inviter au mariage. Mon cœur rata un battement. Ne pas inviter une mère au mariage de son fils unique? C'était si absurde que j'ai failli éclater de rire sous le choc. Perle, on ne peut pas ne pas inviter ma mère, argumenta Louis. Mais sa voix n'avait pas la fermeté que j'avais espéré entendre. Pourquoi pas? Demanda Perle. Le budget est serré, et nous avons déjà réduit la liste des invités. Ta mère ne fera que gâcher l'ambiance avec ses mines longues et ses commentaires déplacés. Les gens demanderont où elle est. On dira qu'elle est malade, ou qu'elle n'a pas voulu venir, suggéra Perle. Franchement, je me sentirais beaucoup plus à l'aise si je n'avais pas à penser à elle nous observant avec son regard jugeur en permanence. Il y eut une longue pause. J'attendis que Louis parle avec force pour me défendre, qu'il dise que cette option n'était même pas envisageable. Mais à la place, j'entendis sa voix basse et incertaine. J'y réfléchirai. Réfléchir. Perle semblait surprise, mais satisfaite. Tu l'envisages vraiment? Je ne sais pas, Perle. La voix de Louis trahissait une lutte intérieure. C'est ma mère, après tout. Qui t'a étouffé avec sa surprotection, termina Perle pour lui. Tu as dit toi-même qu'elle te faisait toujours sentir coupable si tu ne répondais pas à ses attentes. N'est-il pas temps de te libérer de ça? Je n'ai jamais rien fait de tel. J'ai toujours soutenu Louis dans toutes ses entreprises. Même quand il a abandonné l'université après sa première année, même quand il a changé 3 fois de travail en 2 ans, j'ai toujours été de son côté. D'où venait cette version déformée de moi dans sa tête? Oui, tu as probablement raison, dit Louis après une pause. C'est peut-être mieux pour tout le monde. C'est merveilleux, dit Perle, clairement satisfaite. Je vais parler à l'organisatrice et nous ajusterons la liste des invités. Ne t'inquiète pas, chérie. Ce sera une journée parfaite, notre journée. J'entendis le bruit d'un baiser, puis des pas s'approchant de la porte. Reculant rapidement, je me cachai derrière un grand lilas qui poussait devant la maison. Mon cœur battait la chamade et une seule pensée martelait dans ma tête. Mon fils ne veut pas de moi à son mariage. Mon unique enfant est prêt à m'exclure du jour le plus important de sa vie. Louis et Perle sortirent de la maison, parlant toujours tranquillement de quelque chose. Perle riait, la tête posée sur son épaule, et il l'enlaçait par la taille. Ils avaient l'air parfaitement heureux et satisfaits de leur décision. Ce n'est que lorsque leur voiture eut tourné au coin de la rue que je sortis de ma cachette. Mes jambes me soutenaient à peine, et je m'affaissai sur les marches de la véranda, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Ils vont prendre mon cadeau, une maison pleine de souvenirs et d'histoires, et la vendre à la première occasion. Et ils ne veulent pas de moi au mariage. Moi, la mère qui a donné toute sa vie pour son fils, qui a toujours fait passer ses intérêts avant les siens. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Il avait été brisé bien des fois auparavant. C'était la partie de moi qui croyait encore que la patience et l'amour pouvaient surmonter n'importe quelle distance, faire fondre n'importe quelle glace. Je réalisais maintenant que parfois, les ponts brûlent vraiment, et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai regardé la maison de mes parents, l'endroit où j'avais été heureuse autrefois, et j'ai décidé qu'elle n'irait pas à des gens incapables d'apprécier son histoire et sa signification. Cette maison méritait mieux. Et moi aussi. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai surpris la conversation de Louis et Perle dans la maison de famille. Une semaine de réflexions angoissantes et de nuits sans sommeil. J'attendais que Louis m'appelle pour m'annoncer sa décision. Et en même temps, je redoutais cet appel. Une partie de moi espérait encore qu'il changerait d'avis, que le bon sens l'emporterait et qu'il réaliserait l'absurdité de ne pas inviter sa propre mère à son mariage. Mercredi soir, alors que j'étais assise dans le salon avec un livre que je n'arrivais pas à lire, la sonnette retentit. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir. Louis se tenait sur le seuil, avec une expression que je lui connaissais depuis son enfance.
Un mélange de culpabilité, de détermination et de peur, exactement comme lorsqu'il avait cassé le vase préféré de ma mère et était venu se confesser. « Salut, maman », dit-il en se dandinant d'un pied sur l'autre. « Je peux entrer ?» Je reculai silencieusement, le laissant entrer. Nous sommes allés au salon et je lui ai proposé un thé, plus par habitude que par désir de lui montrer de l'hospitalité. « Non, merci », refusa-t-il, s'asseyant sur le bord du canapé comme s'il était prêt à bondir et à s'enfuir à tout moment. « Je ne serai pas long. Je voulais juste te parler de quelque chose. » Je m'assis dans le fauteuil en face de lui, les mains jointes sur mes genoux. J'avais l'air calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais crispé par l'attente du coup inévitable. « Je t'écoute », dis-je d'une voix égale. Louis prit une profonde inspiration, comme s'il plongeait dans l'eau froide. « Maman, c'est à propos du mariage », commença-t-il, évitant soigneusement mon regard. « Perle et moi en avons longuement discuté, et, eh bien, nous avons un budget très serré, et nous avons décidé de faire quelque chose de très intime. Juste nos amis les plus proches, et je n'en fais pas partie, terminai-je pour lui quand il bafouilla. Louis leva enfin les yeux vers moi, ses yeux écarquillés de surprise. Peut-être s'attendait-il à des larmes, des cris, des accusations, n'importe quoi sauf cette calme acceptation. « Ce n'est pas ça, maman », s'empressa-t-il de m'assurer. « C'est juste que nous voulons que ce jour soit spécial, sans trop de tension ni de stress. » Je haussai un sourcil. « Et tu penses que je suis la source de cette tension ?» Louis grimaça comme s'il avait mal aux dents. « Non, pas exactement. C'est juste que toi et Perle, vous avez des points de vue différents sur beaucoup de choses, et nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que tu ne viennes pas pour éviter d'éventuels, malentendus. » Je regardai mon fils et je ne vis pas un homme adulte de 39 ans, mais un garçon effrayé répétant des phrases mémorisées, craignant d'oublier un mot. Les mots n'étaient pas les siens, ils étaient ceux de Perle. Je le sentais dans l'intonation, le choix des expressions, la dureté non naturelle de sa voix habituellement douce. « Je comprends, » dis-je après une pause. « Tu es venu me dire que je ne suis pas invité à ton mariage. » Louis tressaillit à cette franchise. « Maman, ne dis pas ça. Ça a l'air horrible. »« Comment est-ce que ça devrait sonner, Louis ?» demandai-je calmement. « Veux-tu que je trouve moi-même une formulation arrangeante ? Que dirais-tu de dire que j'ai volontairement refusé de venir pour ne pas gâcher votre fête ?» Il me regarda avec une confusion soudaine, comme s'il ne réalisait que maintenant toute la portée de son acte. « Je veux juste que tu comprennes que ce n'est pas parce que je ne t'aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste que parfois, il faut faire des choix et tu as fait le tien. » J'acquiesçai. « Ce n'est pas grave, Louis. J'accepte ta décision. » Il me fixa, incrédule. « Vraiment ? Tu n'es pas en colère ?» Je souris. Pas le faux sourire que j'arborais ces dernières années en lui parlant, mais un vrai sourire. Car à cet instant, je me sentais étrangement soulagé. Fini de prétendre que tout allait bien, que notre relation pouvait s'arranger, que j'étais encore importante pour lui. La vérité avait enfin éclaté au grand jour, et elle apportait une libération inattendue. « Non, je ne suis pas en colère, » répondis-je. « Je suis reconnaissante de ton honnêteté. » Louis ne s'attendait manifestement pas à cette réaction. Il était venu préparé au scandale, au chantage affectif, aux larmes et aux récriminations, tout ce que Perle avait probablement prédit. Mais mon calme l'avait déstabilisé. « Vraiment ? » demanda-t-il, incertain. « Tu n'es pas contrarié ?» Je me levai de mon fauteuil, signifiant que la conversation était terminée. « Louis, je suis ta mère. Bien sûr, ça me fait mal de ne pas pouvoir voir mon fils unique se marier, mais je respecte ton choix, quel qu'il soit. Et s'il est important pour toi que je ne sois pas à ton mariage, je n'insisterai pas. » Il se leva aussi, ne sachant manifestement pas quoi dire ensuite. Cette conversation ne se déroulait pas comme il l'avait probablement répété tout le long du trajet jusqu'à chez moi. « Merci de comprendre, maman, » dit-il finalement. « Ça compte beaucoup pour moi. » J'acquiesçai et me dirigeai vers la porte, signifiant que notre conversation était terminée. Louis se retourna maladroitement sur le seuil. « À propos, pour la maison. » commença-t-il. « Ne t'en fais pas pour ça, » l'interrompis-je doucement. « Nous en discuterons plus tard. » Il sembla vouloir dire autre chose, mais changea d'avis. Hochant la tête, il descendit rapidement les marches et monta dans sa voiture. Je restai sur le pas de la porte, le regardant s'éloigner, ressentant un étrange mélange de tristesse et de détermination.
En fermant la porte, je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier contenant les actes de propriété de la maison héritée. Tout était prêt pour le transfert. Il ne restait plus qu'à signer et à passer chez le notaire. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone portable et composai le numéro d'Olivier Perrin, mon avocat. Olivier, c'est Hélène Dubois. Désolée de vous appeler si tard, mais il y a eu un changement de plan concernant la maison de la rue des Ormes. Je veux annuler l'acte de donation. Le lendemain matin, je rencontrai Olivier à son cabinet, et nous avons annulé tous les documents préparés pour transférer la maison à Louis. À la place, je lui ai demandé de préparer les papiers pour une éventuelle vente future de la maison. « Vous êtes sûre, Hélène ?» demanda Olivier, me regardant par-dessus ses lunettes. « C'est un changement d'avis plutôt soudain. »« Je suis absolument sûre, » répondis-je. « Parfois, les circonstances changent, et nous devons changer nos plans. » Il ne posa pas d'autres questions, ce dont je lui fus reconnaissante. Les 2 semaines suivantes passèrent dans une étrange torpeur. J'allais au travail, je discutais avec les clients, je retrouvais Françoise pour un café, tout comme d'habitude. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose était différent. C'était comme si, après une longue maladie, une crise salutaire était survenue, et que maintenant commençait le lent mais sûr processus de guérison. Je ne vérifiais plus mon téléphone toutes les 5 minutes, dans l'espoir d'un appel de Louis. Je n'inventais plus de prétexte pour l'appeler moi-même. Je ne me torturais plus l'esprit à savoir ce que j'avais fait de mal ou comment réparer les choses. Au lieu de cela, j'ai commencé à penser à moi, pour la première fois depuis très longtemps. Le jour du mariage de Louis et Perle, le 28 juin, fut étonnamment ensoleillé et chaud. Je n'avais délibérément rien prévu pour ce jour, de peur de sombrer dans la mélancolie. J'avais plutôt décidé d'aller dans une ville voisine pour visiter une petite galerie d'art dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais eu le temps de visiter. Le matin, cependant, alors que j'étais sur le point de partir, le téléphone sonna. Le numéro était inconnu, et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. « Bonjour, Madame Dubois ?» La voix féminine inconnue semblait hésitante. « C'est Lydia Allais, l'organisatrice de mariage de votre fils. » Je me figeai, les clés à la main. « Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous ?»« Je suis désolée de vous déranger, mais nous avons un petit problème, » dit Lydia rapidement. « Louis avait mentionné que vous aviez accepté d'aider avec le plan de table, mais personne ne s'est présenté pour le faire. La cérémonie est dans 3 heures, et les cartons ne sont toujours pas placés. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qui s'était passé, après que Louis lui-même m'ait dit que je n'étais pas invitée, il s'attendait toujours à ce que j'aide à organiser son mariage. « Je crains qu'il y ait eu un malentendu, » dis-je, en essayant de parler calmement. Louis m'a informé que ma présence au mariage n'était pas souhaitable, donc je ne peux pas aider avec le plan de table, ni avec quoi que ce soit d'autre. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Oh, je suis désolée. Je ne savais pas. » Lydia était clairement confuse. « C'est inattendu. Je vais contacter les fiancés et clarifier la situation. Bonne journée. » J'ai mis fin à l'appel, sentant mes mains trembler. C'était la goutte d'eau. Même après m'avoir retiré de la liste des invités, Louis tenait pour acquis que j'accomplirais des tâches pour son mariage. C'était comme si je n'étais pas une mère, mais une employée que l'on pouvait convoquer à tout moment selon les besoins. J'ai annulé mon excursion à la galerie. À la place, j'ai passé toute la journée à la maison, à trier de vieux albums photos et des lettres. C'était une sorte de rituel d'adieu, non pas à Louis, mais à la version de moi-même qui s'accrochait encore à des illusions sur notre relation. J'ai trouvé des photos de Louis à différents âges. Souriant d'un sourire édenté pour son 5e anniversaire, sérieux dans son costume de fin d'études, fier avec sa première voiture. Beaucoup de photos nous montraient ensemble, nous enlaçant, riant, posant devant des monuments lors de nos rares voyages. En regardant ces images, j'ai essayé de comprendre quand exactement la rupture s'était produite, quand l'amour et l'intimité avaient été remplacés par une politesse froide et une aliénation. Cela avait-il commencé après la mort d'Henri? Ou plutôt, quand Louis est parti pour l'université et est revenu une personne différente, avec de nouveaux amis et de nouvelles opinions? Ou peut-être que les graines de la discorde avaient été plantées dans son enfance, et que je ne les avais tout simplement pas remarquées, absorbée par les soins à apporter à mon mari et à la maison. À un moment donné, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement l'accepter et avancer. Le soir, j'avais rassemblé toutes les photos et les lettres et je les avais rangées dans une boîte que j'ai portée au grenier.
Je ne les ai pas jetés. Je n'étais pas prête pour un geste aussi radical, mais je les ai mises hors de vue pour qu'elles ne pèsent plus sur mon esprit chaque fois que je passais devant une étagère. À 21h ce soir-là, alors que la fête de mariage devait battre son plein, mon téléphone sonna de nouveau. C'était le numéro de Françoise. Hélène, la voix de mon amie semblait inquiète. « Est-ce que tout va bien ?» « Parfaitement, répondis-je, surprise par son ton. « Pourquoi ?» « Je viens de rentrer du mariage de Louis, » dit Françoise. « J'ai été choquée de ne pas t'y voir. Quand j'ai demandé de tes nouvelles, Perle a dit que tu étais malade et que tu ne pouvais pas venir, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il, Hélène ? Je soupirai. Bien sûr, ils avaient trouvé une explication commode à mon absence. Ils ne pouvaient pas dire la vérité, qu'ils n'avaient délibérément pas invité la mère du marié. Louis m'a informé il y a 2 semaines que je n'étais pas invitée au mariage, dis-je sans détour. Quelque chose à propos d'un budget limité et du désir de ne voir que des proches. Quoi ? L'indignation de Françoise était si sincère que je souris. Il doit y avoir une erreur, Hélène. Il y avait au moins 100 personnes, y compris tous les collègues de Perle qu'elle semble à peine connaître. Ce n'est pas une erreur, Françoise, dis-je calmement, bien que la douleur sourde dans ma poitrine commençait à se raviver. C'était leur choix, et je l'ai accepté. Mais c'est tout simplement. Françoise semblait incapable de trouver ses mots. Comment Louis a-t-il pu faire ça ? Tu es sa mère, pour l'amour du ciel. Apparemment, ça a moins d'importance que nous ne le pensions, répondis-je avec un petit rire amer. Nous avons parlé encore un peu. Françoise m'a parlé du mariage, des arrangements floraux trop sophistiqués, de la robe de perles, qui selon elle, aurait été plus appropriée pour un tapis rouge que pour un mariage dans une petite ville. Des discours embarrassants et des sourires étranges des invités, dont beaucoup, s'est-il avéré, avaient remarqué mon absence et posé des questions. Tu sais ce qui est le plus ironique ? Dit Françoise avant que nous nous disions au revoir. Ils ont annoncé qu'ils avaient acheté une maison, la maison de famille de la rue des Ormes. Louis a dit que c'était leur nid familial où ils prévoyaient d'élever leurs enfants et de vieillir ensemble. Je sentis une rage froide monter en moi. Non seulement ils m'avaient exclu de l'événement le plus important de la vie de mon fils, mais ils avaient aussi menti sur mon cadeau, présentant la maison comme leur propre achat. Merci d'avoir appelé, Françoise, dis-je, en essayant de donner à ma voix un ton normal. J'apprécie ta sollicitude. Après avoir parlé à Françoise, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans la maison, ressassant tout ce que j'avais appris et sentant la résolution monter en moi. Ce n'était plus une question de ressentiment ou de frustration. C'était une question de justice et de respect de soi. Au matin, alors que je m'étais finalement assoupie dans mon fauteuil, je fus réveillée par la sonnette. Louis se tenait sur le seuil, vêtu de vêtements décontractés, mais avec les restes du glamour de la fête, cheveux bien coiffés, une montre chère au poignet. « Salut, maman, dit-il, l'air légèrement embarrassé. Je peux entrer. » Je reculai silencieusement, le laissant entrer. Nous sommes allés au salon, et cette fois, je ne lui ai offert ni thé ni café. Je me suis simplement assise et les regardais, attendant. Louis se racla la gorge nerveusement. « Hier, c'était le mariage, » commença-t-il, comme si je risquais de l'ignorer. « Félicitations, » dis-je sans grande chaleur dans la voix. « J'espère que ça s'est bien passé. »« Oui, c'était merveilleux. » Il bafouilla, cherchant manifestement les mots justes. « Écoute, maman, je voulais m'excuser pour la façon dont les choses se sont passées avec l'invitation et tout ça. C'était mal. » Je restai silencieuse. Attendant la suite. Louis déglutit et continua. « Et j'ai aussi appris quelque chose hier, de Jacques Martin. Il a dit que tu allais nous donner la maison de la rue des Ormes. C'est vrai. Ah, voilà le fin mot de l'histoire. Mon patron, qui connaissait mes projets, l'avait apparemment mentionné au mariage, en félicitant les nouveaux mariés pour l'acquisition d'une nouvelle maison. Et maintenant, Louis accourait pour voir s'il avait manqué un cadeau avantageux. « Oui, c'est vrai, » répondis-je calmement. « Je prévoyais de vous donner la maison en cadeau. Mais ensuite, tu m'as informé que je n'étais pas invitée au mariage, et j'ai décidé que ça ne servait à rien. » Louis pâlit. « Maman, je ne savais pas. Si j'avais su pour la maison, je n'aurais jamais. Ne m'aurais jamais retiré de la liste des invités, terminai-je pour lui. Donc, tu es prêt à tolérer ma présence si je te donne la maison ? Non, pas du tout, s'exclama-t-il. C'est juste. C'était Perle.
Elle a insisté pour réduire la liste des invités. Et moi? Et tu as accepté, terminé-je à nouveau pour lui. C'était ton choix, Louis. Ne rejette pas la responsabilité sur ta femme. Il baissa la tête, et pendant un instant, je crus voir le petit garçon que j'avais autrefois consolé après une chute de vélo ou un échec scolaire. Mais ce n'était plus ce garçon. C'était un homme adulte qui avait fait ses choix et devait en assumer les conséquences. Je peux arranger ça, dit-il, levant vers moi un regard suppliant. On peut tout recommencer. Je vais parler à Perle. Lui expliquer à quel point tu es importante pour moi. On se verra plus souvent. On déjeunera ensemble, on passera les fêtes ensemble. Parce que tu as besoin d'une maison maintenant. Demandai-je sans détour. Non. Il parut sincèrement indigné. Parce que tu es ma mère et que je t'aime. Ça n'a rien à voir avec la maison. Je le regardai longuement, d'un regard scrutateur. Peut-être qu'une partie de lui croyait vraiment ce qu'il disait. Peut-être s'était-il même convaincu que son soudain désir de renouer les liens n'avait rien à voir avec la possibilité d'un bien immobilier de valeur. Mais je ne pouvais plus croire à ce mensonge. Louis, dis-je finalement, et ma voix était basse, mais ferme. Tu n'as pas seulement perdu la maison. Tu as perdu ta mère. À partir de maintenant, tu n'as ni l'une ni l'autre. Il me fixa, les yeux écarquillés, et la couleur quitta lentement son visage jusqu'à ce qu'il soit d'une pâleur quasi cadavérique. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Murmura-t-il. Je veux dire que notre relation est terminée, expliquai-je calmement. Tu as clairement montré que je ne suis pas une partie importante de ta vie, et j'ai accepté cela. Maintenant, tu dois accepter mon choix d'avancer sans toi. Mais, tu ne peux pas simplement abandonner ton propre fils, balbutia-t-il, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Pourquoi pas? Demandai-je avec un sourire triste. Tu as bien abandonné ta mère pour une femme que tu connais depuis moins de 2 ans. Pourquoi ne pourrais-je pas faire de même? Abandonner un fils qui a depuis longtemps cessé de faire partie de ma vie? Louis bondit sur ses pieds, le visage déformé par la colère et le choc. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas comparer. Ce n'était qu'un mariage, un seul jour. Et tu parles de rompre pour toujours. N'as-tu pas rompu le premier? Demandai-je calmement. En m'excluant du jour le plus important de ta vie, tu m'as montré la place que j'occupe dans ton cœur. 0. Et j'accepte simplement cela comme un fait. Il se tenait devant moi, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson échoué. Puis, soudain, il s'agenouilla et me saisit les mains. S'il te plaît, maman. Sa voix tremblait. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je le sais maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi. Je libérai doucement mes mains de son étreinte. Lève-toi, Louis, dis-je doucement. Tu t'humilies, et ça n'aidera pas. Ma décision est prise. C'est à cause de la maison, s'exclama-t-il en se relevant. Si c'est pour la maison, oublie-la. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de ta présence. Je te veux, toi. Non, Louis. Je secouai la tête. Tu as besoin de l'idée d'une mère. Quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu la traites. Mais je ne suis plus cette femme. Je mérite le respect et l'amour, et tu es incapable de me donner l'un ou l'autre. Il me regarda comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment vu la vraie moi. Une femme avec une dignité et des limites qui ne pouvaient être franchies impunément. Je pense que tu devrais partir, dis-je en me levant. Tu as ta lune de miel devant toi, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît. Il fit un pas vers moi, mais s'arrêta en voyant l'expression de mon visage. Ne fais pas ça. Ne détruis pas notre famille. Famille. Je souris amèrement. Nous n'avons pas de famille, Louis. Plus depuis longtemps. Nous ne sommes que 2 personnes liées par la biologie et des souvenirs partagés, mais ce n'est pas suffisant pour une vraie relation. Celle-ci exige un respect mutuel et de l'attention, et nous n'avons pas ça. Il se tenait au milieu de mon salon, l'air perdu et petit malgré sa taille et son âge. Une partie de moi voulait avoir pitié de lui dire que tout irait bien, que nous pourrions essayer à nouveau. Mais je savais que ce serait un mensonge, et j'en avais assez de me mentir à moi-même et à lui. Au revoir, Louis, dis-je fermement. Je te souhaite un heureux mariage. Il me fixa encore quelques secondes, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était fini. Puis, sans un mot, il se retourna et sortit, claquant bruyamment la porte.
Je restai debout au milieu du salon, ressentant une étrange légèreté mêlée à une profonde tristesse. Je venais de perdre mon fils, ou peut-être avais-je enfin reconnu que je l'avais perdu il y a longtemps. Mais en même temps, je m'étais retrouvée, et c'était le premier pas vers une nouvelle vie dans laquelle je ne serais plus victime des décisions et des désirs des autres. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Louis, et pendant tout ce temps, mon téléphone n'avait pas cessé de sonner. D'abord, c'était lui qui appelait. Je ne répondais pas. Puis Perle a commencé à appeler, et j'ai ignoré ses appels aussi. Même quelques connaissances communes ont essayé de me contacter, manifestement instruites par le jeune couple pour m'influencer. Le 4e jour, j'ai changé de numéro de téléphone. C'était une décision radicale, mais je sentais que j'avais besoin de faire table rase. De plus, toutes les personnes avec qui je voulais vraiment rester en contact avaient reçu mon nouveau numéro. Françoise, quelques collègues, 1 ou 2 vieux amis. Ce matin-là, déconnecter mon ancien téléphone m'a procuré une sensation étrange, comme si je déposais un lourd sac à dos que je portais depuis des années. Je me suis préparé une tasse de café bien fort, je me suis assise près de la fenêtre et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de penser non pas à Louis, ni à ses problèmes ou à son attitude envers moi, mais à mon avenir. « Qu'est-ce que tu veux, Hélène ?» me suis-je demandé à voix haute. « Qu'est-ce que tu veux ? Vraiment pour toi-même ?» Cette simple question m'a décontenancée. J'étais devenue si habituée à donner la priorité aux désirs des autres, d'abord mes parents, puis mon mari, puis mon fils, que j'avais presque oublié comment écouter mes propres désirs. En regardant par la fenêtre mon jardin bien entretenu, j'ai commencé à dresser une liste mentale. Je voulais voyager, pas nécessairement loin, mais au moins voir ces endroits à quelques heures de route que je remettais toujours à plus tard. Je voulais me remettre à la photographie, un vieux passe-temps abandonné à la naissance de Louis. Je voulais lire plus de livres, peut-être rejoindre un club de lecture. Et je voulais définitivement me débarrasser de la maison héritée, qui était devenue un symbole d'espoir déçu et de trahison. Avec cette pensée en tête, j'ai pris mon nouveau téléphone portable et j'ai appelé Olivier Perrin pour me renseigner sur la possibilité de mettre la maison sur le marché le plus rapidement possible. « Donnez-moi quelques jours pour préparer les documents », a dit Olivier après que je lui ai expliqué la situation. « Et vous devriez contacter un agent immobilier. Je peux vous recommander Caroline Hubert. Elle est dans l'immobilier à Valmont depuis 15 ans et connaît le marché mieux que personne. » Je l'ai remerciée et j'ai noté le numéro de Caroline. Avant de l'appeler, j'ai décidé de vérifier à nouveau la maison pour m'assurer que tout était en ordre avant de la montrer à des acheteurs potentiels. En arrivant dans la rue des Ormes, j'ai immédiatement remarqué une voiture familière garée devant la maison. L'Audi bleu foncé de Louis. J'ai ressenti de l'irritation. Que faisait-il ici? Comment était-il même entré? Je me suis souvenu que je lui avais donné un double des clés il y a longtemps, au cas où je perdrais les miennes. Apparemment, il avait décidé de l'utiliser pour, quoi? Pour inspecter la maison qu'il espérait obtenir, ou peut-être pour me tendre une embuscade et me parler, sachant que je ne répondais pas à ses appels. Je me suis garée un peu plus loin et je suis restée assise quelques minutes, me demandant si je devais même sortir de la voiture. Puis j'ai résolument ouvert la portière. C'était ma maison, et je n'allais pas laisser Louis ou qui que ce soit d'autre me faire sentir comme une intruse sur ma propre propriété. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix à l'intérieur. Pas seulement la voix de Louis, mais deux. La sienne et une voix féminine que j'ai reconnue immédiatement. Perle. Ils se disputaient clairement, et à en juger par l'intonation, c'était une dispute animée. J'ai sorti ma clé et j'ai ouvert doucement la porte. Les voix venaient du salon, et ils étaient si absorbés par leur dispute qu'ils ne m'ont pas entendu entrer. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'excuses pas simplement auprès d'elle, correctement, » disait Louis. « Admets que c'était ton idée de ne pas l'inviter au mariage. Peut-être qu'alors elle s'adoucira. »« Oh, alors maintenant c'est de ma faute. » La voix de Perle était vibrante d'indignation. « Tu es un adulte, Louis. Personne ne t'a forcé à accepter. Tu as pris ta propre décision. Et maintenant tu essaies de me rejeter la faute parce que ta maman a été offensée et t'a déshérité. »« Il ne s'agit pas de l'héritage, » s'exclama Louis. Mais même à travers la porte fermée du salon, j'entendais la fausseté de sa voix. « C'est que ma mère refuse de communiquer avec moi pour toujours. Perle. Tu réalises ce que ça signifie? Oh, s'il te plaît. » Perle ricana. « Elle fait juste du drame pour te faire sentir coupable. Manipulation classique. Laisse-lui un peu de temps pour se calmer, et elle reviendra en rampant, mendiant de l'attention. Les mères font ça tout le temps. » Je sentis la couleur de la colère m'inonder le visage. Cette femme,
qui ne me connaissait que depuis 1 an et ne m'avait vu qu'une douzaine de fois, avait l'audace de juger mon caractère et mes motivations. Et pire encore, mon propre fils semblait la croire à moitié. Je ne sais pas, Perle. La voix de Louis semblait incertaine. Tu n'as pas vu son visage quand elle a dit que c'était fini. Elle était différente, comme si elle avait vraiment mis un point final. Je me tenais dans le couloir, écoutant cette femme me dénigrer systématiquement aux yeux de mon fils, réécrivant notre histoire, transformant mon amour et mes soins en contrôle et en critique. Et le pire, c'est que Louis ne s'y opposait pas. Il ne me défendait pas. Il ne lui disait pas que ce n'était pas comme ça. D'accord, mais et la maison ? Demanda-t-il après une pause. Tu vois comme elle est spacieuse. C'est parfait pour une famille, et le quartier est super. Ce n'est pas une mauvaise maison, admit Perle à contre-cœur. Mais elle a besoin d'une rénovation complète. Le papier peint, les meubles, tout est si démodé. Et l'odeur, ça sent le vieux, Louis. On peut changer ça, insista-t-il. Rénover, meubler à notre façon. Avec quel argent ? Demanda Perle sèchement. Le mariage nous a mis à sec. Et n'oublie pas, on rembourse toujours le prêt de ta voiture. Il y eut une pause, puis Louis dit doucement. Peut-être que maman peut t'aider pour les réparations. Si on se réconcilie. J'en avais assez entendu. Poussant la porte du salon, j'entrai, les prenant tous les deux par surprise. Ils me fixèrent, les yeux écarquillés, comme des enfants pris en train de voler des biscuits. Maman. Louis bondit sur ses pieds. Tu as tout entendu. Assez, répondis-je calmement. Et je voudrais que vous sortiez tous les deux de ma maison immédiatement. Madame Dubois, Perle se leva aussi, affichant instantanément un masque de préoccupation polie sur son visage. Nous étions juste inquiets pour vous. Vous ne répondiez pas à votre téléphone, et nous avons pensé que vous pouviez venir chez moi sans y être invité et discuter de la manière de me manipuler pour obtenir cette maison et l'argent pour la rénover. Je la regardai droit dans les yeux. Vous aviez tort. Maman, s'il te plaît. Louis fit un pas vers moi. Nous étions vraiment inquiets, et je voulais m'excuser en personne. Je ne veux plus entendre de mensonges, Louis. Vous avez tous les deux clairement montré ce que vous pensez de moi et de notre relation. Et vous savez quoi ? Je suis reconnaissante de votre honnêteté. Elle m'a aidé à prendre une décision finale. Je vends cette maison. Quoi ? Le visage de Louis s'élargit sous le choc. À qui ? À n'importe qui sauf à vous, dis-je. Maintenant, s'il vous plaît, partez, et rendez-moi mes clés. Ils sont partis en claquant la porte si fort que les vieilles vitres ont vibré dans leur cadre. Je suis restée debout au milieu du salon, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Quelque chose était enfin terminé, mais quelque chose de nouveau ne faisait que commencer. J'ai tenu parole. Le lendemain, j'ai contacté Caroline Hubert, et la maison a été mise en vente. L'annonce a été mise en ligne très rapidement et, à ma grande surprise, l'intérêt pour la maison a été considérable. 10 visites ont été organisées la première semaine, et bientôt, des offres d'acheteurs potentiels sont arrivées. J'ai accepté une offre du couple Pelletier, un couple agréable d'âge moyen de Lyon qui, selon Caroline, était tombé amoureux de la maison au premier regard. La transaction s'est finalisée rapidement, grâce au fait que les Pelletier disposaient de liquidités et n'avaient pas besoin de prêt immobilier. Bien sûr, la nouvelle de la vente de la maison s'est rapidement répandue dans tout Valmont. Louis a réagi en envoyant une lettre officielle d'un avocat, affirmant qu'il avait droit à une partie des bénéfices car la maison était un héritage familial. Olivier Perrin m'a assuré que ces affirmations n'avaient aucun fondement juridique et a répondu en conséquence. Libéré du fardeau de la maison héritée et des souvenirs qui y étaient associés, j'ai pu me concentrer sur ma nouvelle vie. Je me suis inscrite à un cours de photographie dans un centre socioculturel local, où notre instructeur était Vincent Renaud, un photographe professionnel avec une grande expérience. Chaque photographie est une histoire, a-t-il dit lors du premier cours. Et votre travail en tant que photographe est de décider quelle histoire vous voulez raconter. J'ai acheté un bon appareil photoréflexe numérique et je me suis plongé corps et âme dans mon nouveau passe-temps. La photographie m'a fait voir le monde d'un œil neuf, remarquer les détails et la beauté des choses ordinaires. J'ai rencontré des personnes intéressantes au cours, notamment Marthe Royer, une veuve de mon âge qui, comme moi, cherchait de nouvelles passions après la perte de son mari. En plus de la photographie, j'ai commencé à voyager davantage. Des excursions d'une journée dans les villes voisines, des visites de musées, de parcs, de sites historiques.
Parfois, je voyageais seule, parfois avec Françoise ou Marthe. Chaque voyage était une petite aventure, une découverte de quelque chose de nouveau. J'ai également rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale où une fois par mois, nous discutions des livres que nous avions lus. C'était l'occasion de renouer avec la lecture, que j'avais toujours aimée, de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir mes horizons. Un jour, environ 2 mois après la vente de la maison, j'ai croisé Perle au supermarché Intermarché de Valmont. Je choisissais des fruits quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Madame Dubois, quelle rencontre inattendue! Je me suis retournée et j'ai vu mon ancienne belle-fille poussant un chariot de course. Elle avait l'air aussi impeccable que toujours, coiffure parfaite, maquillage sans défaut, vêtements élégants. Mais quelque chose dans ses yeux était différent. Une sorte de tension que je n'avais pas remarquée auparavant. « Bonjour, Perle », lui fis-je un signe de tête poli mais réservé. « Comment allez-vous » demanda-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Louis et moi étions si inquiets pour vous. On ne vous voyait plus du tout. »« Je vais bien, merci », répondis-je en mettant les pommes dans mon panier. « Juste occupée par ma vie. »« Oui, nous avons entendu dire que vous aviez vendu la maison, » dit-elle nonchalamment. Mais je pouvais entendre le ressentiment dans sa voix. Louis était très contrarié. C'était la maison de ses grands-parents, après tout. Une maison qu'il prévoyait de vendre immédiatement s'il l'obtenait, remarquai-je calmement. Perle rougit légèrement, mais se reprit rapidement. C'était une décision hâtive. Nous pensions en fait y vivre, surtout maintenant que... Elle s'interrompit, comme si elle faisait allusion à quelque chose d'important. Maintenant que quoi? Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Eh bien, je ne voulais pas le dire trop tôt, mais... Perle posa sa main sur son ventre dans un geste distinctif. Nous attendons un bébé. Vous allez bientôt être grand-mère, Madame Dubois. Je me suis figée un instant. Un bébé. Mon petit-fils ou ma petite-fille. À une autre époque, dans d'autres circonstances, cette nouvelle m'aurait fait sauter de joie. Maintenant, je ne ressentais qu'une vague tristesse à l'idée que je ne connaîtrais probablement jamais cet enfant. Félicitations, dis-je sincèrement. Je suis sûre que vous serez de bons parents. Merci. Perle semblait surprise par ma réaction contenue. Nous espérions que vous feriez partie de la vie de l'enfant. La famille, c'est très important, vous savez. Oui, la famille est importante, acquiesçai-je. C'est pourquoi j'ai été si contrariée quand vous m'en avez exclu. C'était un malentendu, dit Perle rapidement. Louis et moi le regrettons tous les deux. Et nous aimerions nous racheter. Peut-être pourriez-vous venir dîner la semaine prochaine, discuter, prendre un nouveau départ. Je la regardai attentivement, essayant de deviner ce qui se cachait derrière ce soudain désir de réconciliation. Était-ce une tentative sincère de réparer la relation pour le bien futur du bébé, ou était-ce simplement une autre manipulation? Vous savez, Perle, dis-je finalement. J'apprécie l'invitation, mais je pense que nous avons tous besoin de temps pour vraiment comprendre ce que nous attendons les uns des autres. Les vraies relations se construisent sur le respect et la sincérité, pas sur l'obligation ou le profit. De quoi parlez-vous? Son sourire devint crispé. Nous voulons juste que vous reveniez dans la famille. Louis vous manque, et le bébé a besoin d'une grand-mère. Le bébé a besoin de gens qui l'aiment vraiment, la corrigeai-je doucement. Et je suis sûre qu'il en aura beaucoup. Quant à moi, je suis ouverte à une conversation quand je sentirai qu'elle sera honnête des deux côtés. Perle me regarda avec une irritation mal dissimulée. Vous compliquez les choses, dit-elle. Louis s'est excusé. Je m'excuse. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous réalisiez tous les deux que je ne suis pas un jouet que l'on peut jeter quand on en a marre et reprendre quand on veut jouer, répondis-je calmement. J'ai des sentiments, une dignité et ma propre vie. C'est incroyable à quelle vitesse une année peut passer quand on ne compte pas les jours ni n'attend un appel de quelqu'un qui ne veut pas vous entendre. Au cours des 12 mois qui ont suivi ma conversation avec Perle au supermarché, ma vie a tellement changé que parfois je ne me reconnaissais plus. Les matins chez moi ne commençaient plus avec l'alarme habituelle et la vérification du téléphone, mais avec une tasse de café sur la véranda, en regardant les oiseaux dans le jardin et en planifiant une journée remplie d'activités agréables. Je ne travaillais plus au cabinet fiscal. Après une carrière de 30 ans, je m'étais enfin autorisée à prendre une retraite bien méritée. L'argent de la vente de ma maison héritée, ajouté à ma pension, me permettait de vivre confortablement sans avoir à me priver des petites choses. Le temps que j'avais libéré, je le consacrais à mes nouvelles passions.
La photographie est passée d'un passe-temps à une véritable passion. J'ai continué à suivre les cours de Vincent Renaud, mais maintenant à un niveau avancé. Ma collection d'images s'est agrandie, la nature au fil des saisons, des paysages urbains, des détails architecturaux des vieux bâtiments de Valmont, des portraits d'amis. Vincent faisait souvent l'éloge de mon travail, disant que j'avais l'œil et que mes photographies avaient une chaleur et une attention aux détails. Vous avez le don de voir la beauté dans l'ordinaire, Hélène, m'a-t-il dit un jour en regardant mes photos d'un vieux château d'eau à la périphérie de la ville. La plupart des gens seraient passés à côté sans même le regarder. Mais vous, non seulement vous l'avez remarqué, mais vous avez su montrer son caractère, son histoire. Ces mots signifiaient plus pour moi que tous les compliments que j'avais entendus depuis des années. Parce qu'ils concernaient ce que j'avais créé par moi-même, sans tenir compte des attentes ou de l'approbation de quiconque. En mars, alors que l'hiver reculait enfin et que les premières fleurs timides commençaient à percer le sol, Vincent annonça que la galerie de la ville avait accepté d'organiser une exposition des travaux de ses élèves. Ce sera début mai, dit-il en nous regardant. Chacun aura l'occasion de soumettre 3 ou 4 de ses meilleures œuvres. Alors, choisissez bien et préparez-vous pour vos débuts dans le monde de l'art. J'ai choisi 4 photos. Un lever de soleil sur le lac Miller, où la brume tourbillonnait au-dessus de l'eau, créant une atmosphère presque mystique. Une vieille barque en bois abandonnée sur le rivage, avec sa peinture écaillée et le grain du bois apparent. Un portrait de Marthe, pris dans la douce lumière du couchant, alors qu'elle ne posait pas, mais regardait simplement au loin avec un sourire mélancolique. Et enfin, ma photo préférée, un vieil arbre dans le parc, ses racines sortant de terre comme s'il essayait de raconter une histoire. Vincent a approuvé mon choix, en particulier la dernière photo. Il y a quelque chose de profondément personnel, a-t-il dit. C'est comme si vous parliez de vous-même à travers cet arbre. Peut-être avait-il raison. Cet arbre, qui avait résisté à de nombreuses tempêtes mais se tenait toujours droit, la cime fièrement levée, me rappelait mon propre parcours. Le vernissage de l'exposition était prévu pour le 4 mai. J'étais aussi nerveuse qu'une écolière avant sa première représentation. Et si personne n'aimait mon travail? Et si je me ridiculisais devant toute la ville? Françoise, qui devait m'accompagner, est soudainement tombée malade. Un mauvais rhume l'avait clouée au lit. Marthe était partie chez sa fille à Lyon pour l'aider avec son petit-fils nouveau-né. Alors j'ai dû y aller seule, surmontant une anxiété croissante. La galerie du phare se trouvait dans un bâtiment historique restauré du centre-ville de Valmont. C'était autrefois un entrepôt, mais maintenant, l'espace lumineux avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres était parfait pour les expositions. Je suis arrivée une demi-heure avant l'ouverture officielle pour pouvoir me préparer et voir à quoi ressemblaient mes œuvres sous l'éclairage de la galerie. Vincent m'a accueilli à l'entrée, élégant dans un costume sombre, bien différent de l'homme décontracté en jean et pull qui dirigeait nos cours. Hélène, il m'a donné une accolade chaleureuse. Je suis si content que tu sois venue en avance. Viens, je vais te montrer où tes œuvres sont exposées. Mes photographies étaient accrochées dans une petite alcôve, un peu à l'écart du passage principal, mais avec un éclairage parfait qui soulignait le jeu de lumière et d'ombre dans les images. En les voyant sur le mur de la galerie, je me suis soudain sentie fière. C'était si différent de mon ancien moi, d'être fière de moi-même, de mes accomplissements, sans minimiser leur importance. Elles sont magnifiques, Hélène, dit Vincent, debout à côté de moi. J'ai dit à la conservatrice que tu avais une façon spéciale de regarder le monde. Elle était d'accord. Peu à peu, la galerie a commencé à se remplir. D'autres élèves du cours de photographie sont arrivés, des amateurs d'art locaux, quelques journalistes du journal de la ville. Je me tenais un peu à l'écart, observant les visiteurs passer d'une œuvre à l'autre, s'arrêtant, discutant, prenant des notes dans les catalogues de l'exposition. Ils s'attardaient aussi près de mes photographies. J'entendais des bribes de commentaires. Quel angle intéressant. Regarde comment la lumière joue sur l'eau. Il y a tellement de vie dans ce portrait. Chaque mot d'approbation était comme une petite victoire, comme la confirmation que j'étais sur la bonne voie. À un moment donné, j'ai remarqué un homme qui se tenait devant ma photo de l'arbre plus longtemps que les autres. Il était grand, grisonnant, le dos droit et le regard attentif. Quelque chose dans sa posture, la façon dont il inclinait la tête en étudiant la photo, a attiré mon attention. Il ne se contentait pas de regarder. Il voyait vraiment ce que j'essayais de montrer. « C'est votre œuvre ?» demanda-t-il soudain, se tournant et croisant mon regard. J'étais un peu gênée, réalisant que je l'avais observé trop ouvertement. « Oui », répondis-je en m'approchant. « C'est à moi. » « Très beau »,
dit-il avec un léger hochement de tête. Surtout celle avec l'arbre. Elle a une profondeur, une histoire. Merci. Je sentis mes joues s'échauffer à ce compliment sincère. André Lefebvre, se présenta-t-il en tendant la main. Hélène Dubois, dis-je en lui serrant la main. Sèche, chaude, avec les callosités d'un homme qui travaillait dur de ses mains. Depuis combien de temps êtes-vous photographe, Hélène? Non, un peu plus d'1 an. Et avant ça? J'hésitais, ne sachant comment expliquer que la majeure partie de ma vie avait été consacrée à m'occuper des autres, ne laissant pas de temps pour mes propres passions. Avant ça, vous étiez trop occupé à vivre votre vie pour la documenter, suggéra-t-il avec un sourire compréhensif. J'ai ri. Quelque chose comme ça. Et vous? Êtes-vous photographe? Non. André secoua la tête. Je suis menuisier. Je travaille le bois, je fabrique des meubles sur mesure. Mais j'ai toujours apprécié une bonne photographie, surtout quand elle montre l'essence des choses, pas seulement leur enveloppe extérieure. Nous avons commencé à discuter. André, comme il s'est avéré, était également veuf. Sa femme était décédée d'un cancer 5 ans auparavant. Il avait 2 enfants adultes qui vivaient dans d'autres villes mais lui rendaient visite régulièrement. Il avait déménagé à Valmont il y a 3 ans lorsqu'il avait obtenu un gros contrat pour restaurer les meubles de la bibliothèque locale et avait décidé de rester, aimant le rythme tranquille de la vie de petite ville. Les gens se disent bonjour dans la rue ici, dit-il. Ils se connaissent par leur nom. Dans la grande ville, je me sentais invisible. Je savais de quoi il parlait. Valmont, avec tous ses commérages, son conservatisme, un certain provincialisme, était tout de même un endroit où un homme ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Ici, quelqu'un remarquerait sûrement votre absence, demanderait si vous alliez bien. Lorsque la partie officielle du vernissage fut terminée, André me proposa de continuer notre conversation dans le café en face de la galerie. J'acceptai, ressentant une excitation inhabituelle, non pas de la peur ou de l'anxiété, mais l'agréable anticipation d'une nouvelle amitié. Le café de l'Aurore était calme et confortable. Nous avons commandé du café et de la tarte myrtille, qui, selon André, était la meilleure de la ville. Alors, Hélène Dubois, dit-il alors que la serveuse s'éloignait. Racontez-moi en plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo à un âge où la plupart des gens sont déjà fermement ancrés dans leurs habitudes? Je m'excuse si je suis trop direct. Je souris à sa formulation. Vous avez raison. La plupart des gens ne commencent pas de nouveaux passe-temps à 67 ans, acquiescez-je. Mais disons que j'ai traversé certains changements dans ma vie qui m'ont fait voir le monde d'une nouvelle manière. Et la photographie est devenue un moyen de capturer cette nouvelle perspective. Je ne suis pas entré dans les détails sur Louis, le mariage, la maison. Cette histoire ne me définissait plus, n'était plus le centre de mon univers. C'était devenu juste un des nombreux chapitres de ma vie, et pas le plus intéressant. André sembla comprendre ma réticence et n'insista pas pour avoir des détails. À la place, il parla de son travail, de la façon dont il aime sentir la texture du bois sous ses doigts, comment chaque pièce a son propre caractère et nécessite une approche spéciale. Le bois est vivant, même quand il est déjà coupé, dit-il avec une lueur dans les yeux. Il respire, il bouge, il change avec le temps. Un bon menuisier doit respecter ce caractère. Travailler avec lui, pas contre lui. J'écoutais, fasciné par sa passion pour son métier. Il y avait quelque chose de profondément séduisant chez un homme qui aimait si sincèrement son travail, qui voyait de la beauté et du sens dans ce que d'autres pourraient considérer comme un simple gagne-pain. Nous sommes restés au café jusqu'à la fermeture, passant d'un sujet à l'autre. Livres, musique, voyages, souvenirs d'enfance. Quand nous sommes finalement sortis, il faisait déjà nuit et le vent frais du printemps me fit frissonner. « Laissez-moi vous raccompagner, » dit André. « Il se fait tard. »« Merci. J'ai la voiture, » dis-je. « Mais ce serait gentil de m'accompagner jusqu'au parking. » Nous avons échangé nos numéros de téléphone sur le chemin du parking, et André m'a demandé si je voudrais visiter son atelier un de ces jours. « J'adorerais vous montrer comment on fabrique les meubles, » dit-il. « Peut-être que cela vous inspirera pour d'autres photos. »« J'adorerais, » répondis-je sincèrement. Nous nous sommes serrés la main, et pendant un instant, ses doigts s'attardèrent dans les miens un peu plus longtemps qu'un simple geste de courtoisie ne l'exigeait. Je sentis un léger picotement, comme si un courant électrique était passé entre nous. « À bientôt, Hélène, » dit-il avec un sourire qui fit se plisser les rides autour de ses yeux. « À bientôt, André, » dis-je en montant dans la voiture.
Tout le long du trajet du retour, je ne pouvais m'empêcher de sourire. À mon âge, les nouvelles rencontres provoquent rarement une telle excitation, une telle anticipation. Il y avait quelque chose de presque adolescent dans la façon dont je rejouais notre conversation dans ma tête, me remémorant les détails de son visage, le son de son rire, la chaleur de son regard. Chez moi, en me préparant pour la nuit, j'ai surpris mon reflet dans le miroir et j'ai été surprise de mon apparence. Les joues légèrement roses, les yeux brillants, les rides autour de la bouche à cause du sourire qui ne quittait pas mon visage. J'avais l'air vivante, réelle, moi-même. Le lendemain matin, je fus réveillée par un appel téléphonique. Je m'attendais à entendre Françoise, qui avait promis d'appeler pour savoir comment s'était passée l'exposition, mais à la place, j'entendis la voix du facteur. « Madame Dubois, c'est Jérémie de la Poste. J'ai une lettre recommandée pour vous. Il faut une signature. Pourrez-vous passer aujourd'hui ?» J'ai promis de passer dans l'après-midi et j'ai raccroché, me demandant qui aurait pu m'envoyer une lettre recommandée. Les factures et les avis officiels arrivaient par courrier ordinaire, et les amis préféraient appeler ou envoyer un courriel. J'ai eu la réponse dans l'après-midi quand Jérémie m'a tendu une enveloppe timbrée du cabinet d'avocats Pierre, Roche et Associés, d'une ville voisine. À l'intérieur se trouvait une lettre de Louis, rédigée sur papier à en-tête officielle. « Chère maman », commençait-elle, et ces deux mots me procuraient déjà des sentiments mitigés. Depuis combien de temps ne m'avait-il pas appelé ainsi dans une conversation ? Je t'écris pour t'informer que le 23 avril, Perle et moi avons eu un fils. Nous l'avons appelé Noé Henri Dubois, en hommage à papa. Il est en bonne santé, pèse 3,4 kg et selon les médecins, se développe normalement. Je sais que notre relation traverse une phase difficile, mais je pense qu'il est juste de t'informer de la naissance de notre petit-fils. Si tu souhaites le voir, nous ne nous opposerons pas à ta visite. Je voudrais également mentionner que notre situation financière a quelque peu changé en raison de la naissance du bébé. Perle a dû quitter son emploi et nous vivons maintenant uniquement sur mon salaire. Si tu pouvais nous aider en cette période difficile, nous t'en serions reconnaissants. En particulier, nous avons besoin d'une nouvelle voiture car la mienne devient peu fiable, et avec un enfant, c'est dangereux. Respectueusement, Louis. J'ai relu la lettre plusieurs fois, essayant de donner un sens au sentiment qu'elle suscitait en moi. De la joie à la nouvelle de la naissance de mon petit-fils. Oui, il y avait de la joie. Malgré tout ce qui s'était passé entre Louis et moi, une nouvelle vie reste toujours un miracle digne d'être célébré. Mais en même temps, je ressentais une profonde déception face au ton de la lettre, à son objectif évident. Ce n'était pas une tentative de renouer des liens ou un désir sincère que je rencontre mon petit-fils. C'était une demande d'argent à peine déguisée, recouverte d'une fine couche d'obligations familiales. Si tu souhaites le voir, nous ne nous y opposerons pas. Pas, nous serions ravis, ou nous voulons que tu fasses partie de sa vie, mais simplement une absence de résistance active. Et puis, presque dans le paragraphe suivant, une allusion aux difficultés financières et une demande d'aide directe. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans mon sac. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ma réponse. Je ne voulais pas agir sous le coup de l'émotion, que ce soit le ressentiment ou un faux sentiment de devoir. À la maison, j'ai appelé Françoise et je lui ai parlé de la lettre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle après une longue pause. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. Une partie de moi veut les envoyer promener avec leurs demandes. L'autre partie me rappelle que l'enfant n'est pas responsable des actes de ses parents. « C'est vrai, » acquiesça Françoise. « Mais tu n'as pas besoin de leur acheter une voiture pour être une bonne grand-mère. »« Bien sûr que non, » soupirai-je. « Je veux juste faire ce qui est juste, sans me laisser utiliser à nouveau. »« Alors fais ce qui te semble juste pour toi, » conseilla Françoise. Pas par obligation ou par culpabilité, mais par véritable désir. Je suis restée assise à mon bureau pendant longtemps ce soir-là, essayant de rédiger ma réponse. J'ai commencé et déchiré plusieurs brouillons jusqu'à ce que je trouve enfin les mots qui exprimaient précisément mes sentiments. Le lendemain, j'ai envoyé une simple carte de félicitations et un petit chèque, non pas pour une voiture, mais pour des articles de puériculture, en précisant clairement que l'argent était destiné uniquement aux besoins du bébé. À la carte, j'ai joint une courte lettre. « Cher Louis, félicitations à toi et à Perle pour la naissance de votre fils. La naissance d'un enfant est toujours une joie et le début d'un nouveau chapitre dans la vie. J'espère que Noé grandira en bonne santé et heureux. Si joint un petit cadeau pour ses besoins. Cela ne signifie pas que je suis prête à revenir à l'ancienne relation ou à être une source de soutien financier pour votre famille.
Nous savons tous les deux ce qui s'est passé entre nous, et je ne vois pas de désir sincère de ta part de changer la situation. Je suis ouverte à faire la connaissance de mon petit-fils, mais à mes conditions et sans manipulation. Si vous voulez vraiment que je fasse partie de la vie de Noé, nous pouvons discuter de la manière de le faire dans le respect des limites de chacun. Quant à ta demande d'aide pour l'achat d'une voiture, je dois refuser. Tu es un adulte, Louis, et tu dois prendre tes responsabilités pour ta famille. Je suis sûre que tu es à la hauteur. Meilleurs vœux, maman. En envoyant la lettre, je me suis sentie soulagée. Je n'avais pas complètement claqué la porte, laissant une ouverture pour une relation réelle et saine. Mais je ne m'étais pas non plus laissée entraîner dans de vieux schémas toxiques. C'était un petit acte d'estime de soi. Un pas de plus vers une libération complète du passé. Les semaines suivantes, je n'ai reçu aucune réponse de Louis. Pas de remerciement pour le cadeau. Pas de réaction à mon offre de discuter des termes de notre futur contact. Ce silence parlait de lui-même, confirmant mes soupçons sur le véritable but de sa lettre. Mais je n'ai pas laissé cela assombrir ma vie. Au lieu de m'attarder sur l'absence de réponse, je me suis concentrée sur les relations qui m'apportaient vraiment de la joie, en particulier sur mon amitié grandissante avec André. Nous nous sommes vus plusieurs fois après l'exposition. J'ai visité son atelier. Il est venu dîner chez moi. Nous sommes allés ensemble à un concert à l'école locale où jouait la fanfare. Chaque rencontre renforçait notre lien. Chaque conversation révélait de nouveaux intérêts et valeurs partagées. André était attentionné mais pas intrusif, prévenant mais respectueux de mon indépendance. Il savait écouter, vraiment écouter, pas seulement attendre son tour pour parler. Et surtout, avec lui, je me sentais libre d'être moi-même, sans avoir à me conformer aux attentes de quelqu'un d'autre ou à jouer un rôle prescrit. Début juin, alors que l'été s'installait, André me proposa de faire un voyage sur la côte ensemble. Il y a cette petite ville, Baie des Brumes, dit-il. C'est à seulement 3 heures d'ici. Un vieux phare, de magnifiques couchers de soleil, quelques bons restaurants. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour la photographie, et une pause dans le quotidien. J'ai hésité. Partir en voyage pour une nuit ensemble était une étape importante, un indice que notre relation évoluait au-delà de la simple amitié. J'ai réservé 2 chambres séparées dans une petite maison d'hôte, ajouta-t-il, remarquant ma confusion. Pas de pression, Hélène. Juste 2 amis qui explorent un nouvel endroit ensemble. Sa sensibilité me toucha. Dans un monde où beaucoup d'hommes de son âge s'attendraient à une intimité immédiate, André me donnait de l'espace et du temps pour prendre mes propres décisions. J'aimerais y aller, dis-je, et c'était vrai. Quand penses-tu partir? Le week-end prochain, suggéra-t-il. Si ça te convient. J'acquiesçai, sentant une chaude anticipation monter en moi. Pas seulement à l'idée d'un voyage sur la côte, mais à la réalisation que j'avais quelqu'un dans ma vie avec qui je voulais partager des moments comme celui-ci. Nous avons convenu des détails. André viendrait me chercher samedi matin. Nous passerions la journée à explorer les environs de la baie des Brumes, passerions la nuit à la maison d'hôte et rentrerions dimanche soir. Un plan simple, rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'était une aventure que j'attendais avec impatience. Quand André est parti, je suis restée assise sur la véranda, regardant les derniers rayons de soleil colorer le jardin de teintes dorées. Mes pensées coulaient tranquillement, sans l'anxiété habituelle ni les regrets du passé. Je pensais au voyage à venir, aux nouvelles photos que je prendrais, aux conversations que j'aurais avec André au son des vagues. Je pensais à la façon dont ma vie avait changé au cours de l'année écoulée. D'une femme s'accrochant à une relation toxique avec son fils, à une personne qui avait trouvé sa propre voie, sa propre joie, son propre chemin. Bien sûr, il y avait eu des pertes. Je ne connaîtrai probablement jamais mon petit-fils comme je l'aurais rêvé. Je ne retrouverai jamais la relation étroite avec Louis que je me souvenais de son enfance. Mais à la place, j'ai trouvé moi-même, ma force, ma capacité au bonheur indépendamment de l'approbation des autres. Et peut-être qu'un jour, quand Noé sera plus grand, quand Louis comprendra vraiment ce qu'il a perdu, nous pourrons trouver une nouvelle façon d'être une famille. Non pas par obligation ou par habitude, mais par un amour et un respect véritable. Mais même si cela n'arrivait pas, je savais que j'irais bien. Plus que bien. Je vivrais une vie pleine et épanouissante, avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais. Avec cette pensée, je me suis levée et je suis entrée dans la maison pour commencer à préparer mon voyage. Un nouveau chapitre de ma vie ne faisait que commencer, et j'étais prête à tourner la page, le cœur léger et l'esprit ouvert.